Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Je m'appelle Thierry Wathelet, je ne fais pas partie d'EDF. Je suis consultant en entreprise petite, moyenne, ETI et parfois des grands groupes comme le vôtre font appel à moi. 1968, pour les plus anciens d'entre nous, nous avons réinterrogé tous nos rapports aux autorités, avec nos parents, avec nos professeurs, avec les institutions. Dans les esprits, on voulait que tout change. Ça a changé. 1970, deux chocs pétroliers, si vous en avez entendu parler, c'est vrai, il s'est passé quelque chose de plus fondamental dont on parle encore aujourd'hui, qui a des résonances, des échos importants. Un groupe de chercheurs et d'États se sont mis en place pour répondre à une question fondamentale. Ils y ont répondu à travers un rapport, le rapport du Club de Rome, intitulé Croissance zéro. Dans ce rapport, il y avait une idée, vous allez la voir en tête, vous l'avez, qui est la suivante. Dans un monde fini, une croissance infinie est impossible. Il faudra un jour réviser la façon dont nous vivons. Ça date de ce moment-là, 1972, c'est pas d'aujourd'hui. Dans les années 80, on a vu arriver, fin des années 80, les premiers ordinateurs individuels. Je peux vous assurer que, anecdote personnelle, j'étais rédacteur en chef à RTL à l'époque, quand les premiers ordinateurs sont arrivés, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Ça nous facilitait la vie comme jamais. On n'avait jamais vu ça. Années 90, on nous a dit le web est possible. Ah, c'est-à-dire, oui, même à minuit, tu peux envoyer un message, mais je ne vais pas la réveiller. Non, tu peux y aller, c'est pas un problème. C'était fou. Ça bousculait toutes les habitudes, tout ce qu'on avait entre les mains, la façon dont on vivait. Dans les années 2000, sont arrivés les vocabulaires que nous avons aujourd'hui, notamment les start-up. Ça date de l'époque. Ça faisait chic de dire start-up. Ça avait quelque chose de moderne, de nouveau. Vous savez ce que c'est une start-up? C'est une entreprise qui démarre, hein, c'est tout. Et dans les entreprises qui démarrent, il y a 9/10 de perte, hein, comme toujours. Et aujourd'hui encore, il ne faut pas rêver. C'est difficile, c'est compliqué, mais il s'accroche. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que oui, il y a des choses qui changent. Et depuis l'an 2000, il y a encore des choses qui ont changé. Sont arrivés les réseaux sociaux, bien sûr, et puis aujourd'hui, départ de l'intelligence artificielle, faible, puis forte, et c'est celle-là qu'on craint, si vous voulez, on en parle à midi. Dites-moi, pendant des années, ça n'avait pas changé. Pourquoi d'un coup, tout s'est emballé? Pourquoi à partir des années 70, grosso modo, jusqu'à nos jours, et c'est pas fini, ça bouge comme ça? Ça a toujours fait comme ça. On est allé interroger les physiciens de la complexité, on en parlera à midi aussi si vous voulez, mais c'est eux qu'on est allé interroger en même temps que les historiens. Et on leur a dit, dites-moi, quand vous regardez le temps long des civilisations, est-ce que vous observez quelque chose? Et voici leur réponse. Oui, on observe toujours la même chose. Quelle que soit la civilisation, l'indienne, la chinoise, l'européenne, tous les 550 ans, ça change. Qu'est-ce qui change? Les questions ne changent pas, mais la façon dont les personnes répondent à ces questions change. Pour nous, la dernière fois, c'était à la Renaissance, aux alentours de 1450. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, pratiquement, a été conçu à l'époque. Et avant, c'était l'an 1000. L'an 1000, c'était les cathédrales. On élevait toute une population de croyants vers Dieu. Avant ça, c'était grosso modo 500, c'est-à-dire 473, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident. Avant ça, c'est le départ de la chrétienté. Avant ça, c'est la Grèce, etc. C'est étonnant, mais tous les 550 ans, ça change, et dites donc, c'est sur nous que ça tombe. Alors, qu'est-ce qui change? Eh bien, ce qui change, voici, mais vous le savez comme nous. Donc, autrement dit, regardez, y a-t-il un ordre dans le désordre apparent? Oui, ne paniquons pas. C'est nous qui faisons le changement. Ce n'est pas les autres, c'est nous. Il n'y a pas à paniquer. Vous dites le monde va plus vite, mais c'est parce que vous allez plus vite. Personne n'a dit qu'il fallait y aller. Les outils que nous avons nous permettent d'aller plus vite. Mais rien ne vous dit qu'à vos clients, il faut répondre dans la minute. Si vous répondez dans la minute, pratiquement, vous leur mettez la pression. Il va falloir qu'ils répondent dans la minute. Et le monde s'accélère comme cela. Mes clients, je vous assure, ils m'interrogent maintenant. Je leur réponds demain matin. S'il y a une urgence, ils m'appelleront. Calmons-nous. Le monde, c'est nous, c'est pas un monde à part, on est dedans. Voici ce qui change. Grosso modo, le numérique d'abord.
Mais oui, bien sûr, le numérique, c'est la façon dont on classe nos connaissances, dont on les transmet, dont on les partage, la façon également dont on va les organiser, les traiter. Avec cela, ce sont des logiciels, des algorithmes, et ça mène à l'intelligence artificielle, c'est vrai. Ça va nous aider beaucoup. Les jeunes, embauchez un jeune aujourd'hui. Il va vous poser une question assez vite, qui va être la suivante. Il va la poser avec ces mots, mais ça va donner ceci. Quel est l'intérêt que j'ai à aller dans votre projet? Qu'est-ce qu'il y a de passionnant dans votre projet? Qu'est-ce qui fait sens dans votre projet? Pourquoi je mettrai ma vie dedans? Même pour 2 ans, 3 ans, 5 ans. Pourquoi je ferais ça? Ne croyez pas un seul instant que les anciens ne s'étaient pas posé la question. Tous, on s'est toujours posé la question. Simplement, la jeunesse d'aujourd'hui a cette noblesse de poser la question de façon bien plus importante et de façon prioritaire par rapport à toutes les autres, de telle sorte qu'elle a une liberté supplémentaire. Elle se dit, si ça ne m'intéresse pas, je pars ailleurs. Je vais même jouer avec mes copains. Alors, franchement, à leur place, à leur âge, jamais je n'aurais imaginé ça dans ma tête. Jamais. Je me serais dit, non, il faut que tu y ailles. J'aurais pris sur moi. Aujourd'hui, pas du tout. Les priorités sont différentes. Quel est le sens, je le dirais en un mot, entre réussir dans la vie et réussir sa vie, ils y réfléchissent beaucoup. L'économie de masse, oui, ça c'est une économie du XXe siècle. On pensait au XXe siècle, on le pense toujours pour une part, je n'ai pas dit que ça avait disparu, je dis que ça commence à être challengé. On pensait au XXe siècle que plus on était gros et plus on était vers l'éternité, la pérennité. En 2008, avec Lehman Brothers, on s'est rendu compte que même les gros, en 24 heures, pouvaient disparaître. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous êtes gros, vous avez des avantages. Vous parvenez à faire de la synergie, vous abaissez vos coûts, vous êtes beaucoup plus performant par rapport à la concurrence, et à un moment donné, vous attaquez la qualité, tellement vous baissez vos coûts. On est là. Mon grand-père disait, ça coûte cher d'acheter des choses qui ne sont pas de qualité, parce qu'il faut les remplacer souvent. Aujourd'hui, voyez-vous, on revient vers cela, on revient vers des gestes, des produits, des services de haute qualité. Ça ne veut pas dire qu'on va les vendre plus cher. Il faut qu'ils soient pérennes. Et cette pérennité tient à la virtuosité. Vous voulez un exemple? Prenez les compagnons du devoir. Mais s'il y a bien des personnes exigeantes dans la virtuosité de leurs gestes, dans l'excellence et la perfection, c'est eux. Et je vous assure, ils n'ont pas les prix les plus bas du marché, hein, c'est toujours les plus hauts. Mais ça marche, ils n'ont jamais manqué d'emploi, ils n'ont jamais manqué de boulot. Au contraire, on va les chercher à chaque fois. Et même, chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile, c'est eux qu'on va chercher. Nous faisons partie de la nature. Je vous dis cette phrase, tous ici vous dites, c'est tellement évident. Je vous emmène tous en 1970, je peux vous assurer qu'il n'y a pas 10% des esprits qui ont ça en tête. Hein. En 70, on n'avait pas ça en tête. Si vous aviez 3 hippies perdus quelque part qui disaient non, tous avec la nature, ok d'accord, c'est vrai, non, je suis d'accord. Mais les autres, non, pas du tout, je peux vous assurer, c'était pas dans les esprits. Mes grands-parents, oui. Ah oui, mes grands-parents ne gaspillaient pas, ils allaient chercher le lait à la ferme, etc. C'est vrai ça, c'était encore avant. Mais il y a un moment donné où ça s'est perdu. Il y a eu une cassure. Je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas vous donner l'explication, mais il y a eu une cassure. Faire partie de la nature, c'est quelque chose de nouveau. Ça veut dire que chaque geste que je pose, s'il est bienveillant pour la nature, il vous sera utile. S'il est nuisible pour la nature, il sera destructeur pour tout le monde. Et j'en suis responsable. Ça, c'est une responsabilité toute nouvelle que nous partageons. Elle ne fait que croître, et c'est tant mieux, bien sûr. Dernier point, pyramide au réseau. C'est une question d'organisation. Vous êtes une pyramide, vous, EDF. Alors, pyramide, c'est une organisation. Organisation très stable, faite pour des processus lents et longs. Quand je vois vos références sur 10, 15, 20, 30 ans, il est utile que vous soyez une pyramide. Franchement, je préfère que vous soyez une pyramide plutôt qu'un réseau. Ça va permettre à l'outil que vous gérez d'évoluer à sa vitesse et ça va permettre de voir le temps très très loin. À côté de ça, vous avez des réseaux, les start-up, les petites entreprises. Ils naviguent dans d'autres secteurs et évidemment, ils ont des souplesses et des adaptations différentes. Souvent, aujourd'hui, vous avez les deux et parfois même, vous avez un réseau qui est intégré dans une pyramide aussi. La question qui se pose à nous est la suivante. Comment font toutes les entreprises maintenant pour s'adapter quand les courants sont tourbillonnaires, quand parfois on ne les comprend pas, quand ils sont changeants? Vous avez le choix.
Je vous propose 2 enseignes. Vous pouvez aller chez Casto, vous pouvez aller chez Leroy Merlin. J'ai pris ces 2-là, on aurait pu en prendre 2 autres. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. C'était la pub à l'époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez Casto, on vous mettait tous les produits du monde. Tout ce qui était possible de mettre sur la gondole, on le mettait. Que vous puissiez trouver ce qui vous convienne, en matériaux, en outils, etc. Est venu Amazon. Vous avez le choix. Vous restez chez vous, vous comparez les produits, vous comparez les prix, 2 clics, et c'est chez vous. Ou bien vous prenez votre samedi après-midi, vous allez chez Casto, il y a du monde, les enfants chialent, pardon, mais c'est surtout pas les vôtres, mais les autres, etc., etc. C'est vrai, hein? Donc on reste chez soi ou pas? Casto baisse du chiffre d'affaires 7% par an. Avez-vous déjà vu un vendeur chez Casto? Personne n'a jamais vu chez Amazon. Personne n'a jamais vu un vendeur chez Amazon, hein? Personne. Et pourtant, quand vous voyez les taux de satisfaction, ils sont très élevés. Chez Amazon, ce qui plaît, c'est quoi? L'excellence opérationnelle. Le produit que je voulais, au prix que je voulais, dans les 24 heures. Chez Leroy Merlin, ils ont observé ce monde qui change. Et le monde qui change, c'est nous. Ah, vous allez chez Amazon, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux qu'Amazon? Comment faire? Et ils nous ont observés, et ils ont dit, mais ce dont ils ont besoin, c'est du contact. C'est qu'on travaille ensemble. C'est qu'ils puissent nous dire, mais voici voici ce que je suis en train de faire à la maison. Est-ce que tu peux m'aider? Ça, oui. Ça, c'était différent. Ça, c'est pas un vendeur, ça. Ça, c'est un professionnel et un amateur, je dirais. La chasse d'eau, on la remplace comment avec ça qui est nouveau? Venez, on va vous montrer. On va vous montrer comment? Pas dans un livre. Venez, on va vous montrer sur une chasse d'eau. Regardez, vous dévissez ça, vous prenez, clac, clé anglaise. Venez, on va dans le rayon, on va la chercher. Et c'est ça que fait aujourd'hui Leroy Merlin. Vous voulez carreler? Allez chez Leroy Merlin, vous allez voir. C'est pas qu'on va vous dire, tiens, voilà le livre. Pas du tout. Viens, voilà le mur. Tu vois, regarde, on prend ça, la truelle, ok, t'es prêt? Attention, il y a 3 pièges. Premier, deuxième, troisième, vas-y, tu essayes. Premier carreau, raté. Deuxième carreau, pas mal. Troisième, excellent. Tu peux y aller, vas-y, dans la salle de bain, tu m'en parles. Tu m'enverras une photo, le selfie, ok, avec tout le monde d'accord? Parfait. Exactement ça. Ils ont été plus loin. Vous avez des génies parmi vous. Je veux dire par là des gens qui ont une idée. Si j'avais le matériau, si j'avais l'outil, je crois que j'inventerais bien un truc. Parce que ça, je crois que j'ai trouvé. Chez Leroy Merlin, vous allez les trouver. Vous pourriez me laisser un labo, là, un petit labo avec les outils. Je crois que j'ai une idée, vraiment, ça va être sympa. Ils vont vous laisser travailler. Vous repartez chez vous avec votre innovation, sans aucun problème. Et on peut aller même encore un pas plus loin. Il y a des innovations, il y en a eu quelques-unes déjà, où on peut passer sur un processus industrialisé. Et c'est vous qui en êtes le bénéficiaire. Et Leroy Merlin vous accompagne jusque-là. Il y avait une question, la réponse change. Conforama. Conforama et Ikea, de nouveau. Quand vous allez chez Confo, vous savez, c'est le pays où la vie est moins chère. De nouveau, c'est une enseigne qui a travaillé ses prix, encore. Est venu Amazon. 2 clics, des prix comparés. Vous pouvez aussi comparer Casto ou Confo, pardon, ici, et vraisemblablement, vous allez rester chez Amazon. Ikea. Ils avaient exactement le même problème. Ne croyez pas que Ikea n'est pas concurrencé par Amazon. C'est la même chose. Simplement, ils observent ce monde qui change. Qui sommes-nous, le monde qui change? Ikea, vous connaissez très bien l'entreprise. Je précise simplement que c'est une entreprise néerlandaise. Elle est basée à Delft. Elle est d'origine suédoise. Et vous en connaissez l'épure et vous en connaissez le style. Qu'a observé Ikea? Ils observent ceci, c'est que souvent, on va chez Ikea, vous chargez l'ensemble, enfin, vous sélectionnez l'ensemble de vos produits, vous allez à la voiture, ça ne rentre pas. C'est trop grand. Bon. On va vous apporter la solution. Vous démarrez vos achats sur Internet, vous les poursuivez en magasin, on vous fait une sorte de drive, on va tout livrer à la maison. On va même vous mettre en place des locations de camionnettes. Ils nous ont observé aussi, ils ont vu, pour celles et ceux qui ne sont pas bricoleurs, il y a un miroir que j'aimerais bien mettre dans ma salle de bain, mais je ne sais pas si je le mets à gauche ou à droite, et j'aimerais bien voir l'effet que ça fait. On va vous mettre en place un logiciel avec lequel vous allez pouvoir concevoir votre salle de bain et voir le miroir, vous allez le déporter à gauche ou à droite et vous verrez ainsi si c'est plus beau pour vous à gauche ou à droite. Même chose pour les cuisines. Et puis ils ont vu simplement que nous plébiscitions les centres-villes. Notez qu'aujourd'hui, tous les Ikea sont à la périphérie des villes. C'est comme ça qu'on construisait les villes en 1970. Voilà pourquoi ils sont là.
Aujourd'hui, on voit bien, regardez Bordeaux, mais regardez Lyon, regardez Marseille, regardez Paris, regardez Strasbourg, etc. Concentration dans les grands centres urbains. Ikea se dit, c'est là qu'ils vont, nous allons aller. En 2019, il y a un premier Ikea, plus petit, 5 à 6 fois plus petit que les précédents, qui va s'installer à la Madeleine à Paris. Double vitrine, une vitrine réelle et une vitrine numérique. On va pouvoir mixer les deux types d'achats. Livraison rapide à domicile. Un magasin identique est attendu à New York, un autre à Londres, un autre encore à Riyad. Bordeaux, je n'ai pas regardé, mais je peux vous assurer, je fiche mon billet que dans les 18 mois, il y en a un. Ou en tous les cas, qu'il y a un projet dans les cartons. Observation du monde qui change, le monde c'est nous. Vision, action et réaction. Et c'est comme ça depuis toujours. Je vous entraîne chez Napoléon. Regardez. 2 tableaux. Ils sont pris à 5 années de distance. Le premier en 1801, le deuxième en 1806. Question. À quoi tient l'autorité de Napoléon dans le premier tableau? Elle tient d'abord à son doigt, qui est sur la même diagonale que le cheval cabré, qui est sur la même diagonale que la crinière du cheval, que le vent ici sur le crin de la queue, etc. C'est quoi? Ça, c'est la direction. 2. Je suis sur le champ d'action. Il est avec ses troupes. Il n'est pas devant, il n'est pas derrière, il est au cœur. 3. Il a une vision de la chose. C'est la traversée du col du Grand Saint-Bernard. C'est la campagne d'Italie qui va commencer. 5 années plus tard, dites-moi, où est la vision? Pas de vision. Il n'y a même pas d'horizon. Donc, quand vous n'avez plus d'autorité par l'action que vous menez avec d'autres, il va falloir avoir des attributs d'autorité. Et les attributs d'autorité sont les suivants. La justice, 2 doigts. Le sceptre royal, il vient de Charles XI, alors qu'il est empereur. L'hermine, la justice toujours, et le grand collier de la Légion d'honneur. Quand vous n'avez plus de vision, qu'il n'y a plus rien, on s'accroche à des attributs. Il y a une entreprise qui a été fortement impactée durant ces 20 dernières années, c'était la Poste. La Poste, dites-moi, en 2010, elle était publique, elle devient privée. Et, question, qui va écrire aujourd'hui des cartes de vœux papier pour Noël? Je vous écoute, levez le doigt. 1, 2, merci, 3. On est 3. J'ai eu maximum depuis lundi 6. Souvent, je n'en ai que 2 ou 1 personne. Voilà. Donc 3, c'est magnifique. Hein, on est vraiment. Ça veut dire que le monde change et le monde, c'est nous. Pour la Poste, ça disait ceci. Depuis 2010, le courrier, c'est moins 2% chaque année. Dans un chiffre d'affaires, je peux vous assurer que ça fait beaucoup. D'où la réaction immédiate de la Poste. En 2009, on avait 18 milliards de plis par an. La trajectoire 2020, elle est à 9 milliards. Donc c'est à peu près 50% de moins. Ça me fait penser au climat où on se dit « Oh, il fait froid cette année, mais il fera chaud l'année prochaine. » Depuis le temps que c'est comme ça. Nous, c'était ça au début. On se dit oh, « Il n'y a pas beaucoup de trafic aujourd'hui, mais demain, il y en aura. » C'est parce qu'on expliquait toujours. Il y avait eu des fêtes avant, il y aura des fêtes le lendemain, il y avait un pont, il n'y avait pas un pont. Jusqu'au jour où il n'y avait pas d'explication. Le numérique a fondamentalement transformé notre activité. Ces cas-là, on se recentre sur nos valeurs. Que sommes-nous vraiment? Que sommes-nous? Qu'est-ce qui fait que nous avons duré en dehors de notre utilité? Avec le développement du e-commerce, on a développé des envois pas forcément très chers. Donc quand vous envoyez un produit à 6 €, si vous payez 5 € de transport, vous n'y êtes pas. Résultat, on s'est rendu compte qu'une partie du trafic partait à la concurrence, particulièrement dans des réseaux de dépôt relais. C'est-à-dire où, finalement, le client, une fois de plus, devient acteur, choisit d'aller lui-même chercher dans un endroit plus proche de chez lui, à défaut d'être livré à domicile. La livraison à domicile devient un luxe. Et nous-mêmes, du coup, avons développé aussi, avec le réseau Pick-up, la possibilité de déposer dans des dépôts relais, qui nous appartiennent cette fois-ci, des produits qui auraient été commandés sur les places de marché. 2 choses importantes dans ce témoignage, vous l'avez entendu. D'abord, observation du monde qui bouge. Vous bougez comment? On bouge avec vous. Ça veut dire, vous écrivez moins, le numérique baisse, ça, on ne peut rien faire, mais vous expédiez beaucoup plus de colis, on va se positionner là-dessus. Première réponse, ça, je dirais, c'est une réponse par le bas, c'est une réponse tactique, immédiate. Et puis, vous avez une réponse par le haut.
c'est quand cette personne responsable dit « on s'est interrogé sur ce que nous sommes vraiment ». Est-ce que nous sommes des facteurs? Pas du tout. Est-ce que nous sommes des délivreurs d'enveloppes? Pas du tout. Des délivreurs de colis? Non plus. Nous sommes l'entreprise qui est la plus proche de chacun des Français. Nous connaissons le nom de votre rue et le numéro de votre maison ou de votre appartement. Et donc, nous pouvons vous délivrer des services que personne ne pourra jamais délivrer. Des médicaments pour vos grands-parents, sans aucun problème. On peut même faire en sorte qu'un colis puisse être expédié depuis le domicile de vos grands-parents. C'est possible. Vous allez sur Internet, vous allez voir, la Poste, elle a mis ça en place. C'est parce que vous n'êtes pas habitué, c'est vrai. Alors, toute une série de services sur Internet pour les particuliers, pour les entreprises sur les particuliers. Ils ont ajouté opérateurs de téléphonie mobile, une banque, c'est vrai, sans jamais perdre leur identité, bien au contraire, en réintensifiant leur identité. Et c'est le facteur qui devient l'atout de cette proximité. On a équipé tous nos facteurs d'un smartphone qu'on a appelé Factéo, avec la tournée dessus. Maintenant, grâce au smartphone, on a développé toutes sortes de services que le facteur peut apporter parce qu'il a le smartphone, comme par exemple de la prise de photos, de l'information, voilà. Et ça, c'est parce qu'il a maintenant une espèce d'augmentation de sa dimension avec ce smartphone qui va bien avec le service. Retenons bien ceci, que les entreprises ont deux types de réactions, souvent cumulées. La première réaction, c'est des réactions tactiques rapides à l'évolution du monde. La deuxième, c'est on se réinterroge sur son identité profonde. Je vous emmène dans le milieu industriel. Milieu industriel, je vous emmène à Haguenau, c'est tout près de Strasbourg, chez Usocom. Usocom, vous les connaissez bien. Vous revenez de vacances, vous attendez votre valise à l'aéroport, elle tombe sur un tapis à bagages. Tous les moteurs d'entraînement du tapis sont fabriqués par Usocom, ils sont leaders mondiaux dans la chose. Il y a une vingtaine d'années, un nouveau directeur arrive dans l'entreprise, ils étaient 200. C'est pas propre, c'est surtout incertain, il y a beaucoup d'accidents. C'est mal rangé. Et évidemment, on atteint les objectifs industriels de façon aléatoire. Donc Michel Müller-Nutter, ce nouveau directeur, se dit on va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, sécurité, intégrité physique pour tout le monde. Se blesser au travail, c'est vraiment la dernière chose que l'on peut admettre ici. Premier point. 2. Est-il possible d'avoir une usine propre dans laquelle on soit confortable? Manger sur une table sale, ce n'est pas agréable du tout. Eh bien, nous allons faire en sorte que tous ensemble, nous puissions avoir une usine propre. Et donc, on va la refaire ensemble. 3. Est-il possible de ranger les choses? Mais pas de les ranger parce qu'il faut qu'elles soient rangées, de les ranger utilement pour celles et ceux qui travaillent, qui font le geste. Dis-moi, l'armoire, tu veux qu'on la mette là? Tu veux qu'on la mette là? Dis-moi où ce serait le mieux pour toi. Il n'y a que toi qui peux m'indiquer ça. Enfin, ils ont pu alors déterminer les règles de vie ensemble et les règles de travail. Et au final, et vous voyez que c'est le tout dernier objectif, se fixer ensemble des objectifs industriels, ils les ont atteints. 20 ans plus tard, j'ai été visiter l'entreprise 2 fois. C'est remarquable. Ils sont aujourd'hui 1500, c'est une usine 4.0, il y a des robots, il y a de tout, que les salariés ont eux-mêmes dessiné, je vous assure. Et quand vous allez visiter, ce n'est pas la direction qui vient faire visiter l'entreprise. On demande à quelqu'un, est-ce que tu aurais 3 quarts d'heure, ce n'est pas 2 minutes, mais 3 quarts d'heure, tu quittes ton poste, tu vas faire visiter le groupe, ils sont là avec nous pour aujourd'hui. Il faut voir les yeux comme ils brillent. Moi, c'est ça qui m'intéresse. La fierté quand la personne vous raconte son entreprise. C'est la sienne d'entreprise. Il vous dit, là avant il y avait ça, là avant il y avait ça, aujourd'hui on a ça, et même on a imaginé ça, et demain il y aura ça. Je veux dire par là que le projet, ils le tiennent tous dans leur tripes. Que dire du marché de la chaussure de tennis? Vos enfants vous ont-ils demandé un jour une paire de tennis? Jamais. Ils vous ont demandé des Adidas, des Puma ou des Nike. Le reste, ça n'existe pas. Ce sont pratiquement ces 3 marques-là, c'était 95% du marché jusqu'à il y a 5 ans. Depuis 5 ans, sur ce secteur-là, sont arrivées 30 marques différentes. Pourquoi? Il y a une question au départ, comme je vous disais, qui n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on met au pied pour aller d'arrière en avant? Réponse, des tennis. C'est fait pour ça. Vous faites du running, vous faites de la course à pied, ce que vous voulez.
Et puis il y a des gens, il y a 5 ans, qui sont arrivés, ils ont dit mais non, non, c'est pas vrai. Tout le monde ne va pas d'arrière en avant. Il y en a qui vont de gauche à droite et de droite à gauche. Regardez les joueurs de tennis. Le déplacement latéral est bien plus fréquent que le déplacement avant-arrière. Et ils ont réétudié toute la chaussure du joueur de tennis. Ils ne sont pas arrivés aux mêmes réponses, de telle sorte que de nouvelles réponses sont arrivées, de nouvelles chaussures prises par les grands joueurs, les Federer, etc. Et aujourd'hui, ce sont des marques très honorables sur leur secteur, de niche, bien sûr, mais elles se font une place au soleil. Que dire du secteur de la voiture? Je prends d'abord Nissan Renault avant de nous occuper de Peugeot. Mais on avait dit à Nissan Renault, c'est formidable ce que vous faites, fin du XXe siècle, vous faites un accord, vous devenez un grand groupe mondial, pratiquement le premier constructeur au monde. Du coup, vous allez pouvoir faire de la synergie, abaisser les coûts, un moteur pour plusieurs modèles, un châssis pour plusieurs modèles, vous êtes sauvés. Puis on a vu Peugeot. On a dit, oh ben vous, vous êtes un groupe familial, vous n'êtes pas adossé à un autre groupe, vous êtes strictement européen, on ne vous met pas 10 ans, vous allez disparaître. C'était sans compter la capacité d'adaptation double de n'importe quelle entreprise. Peugeot en est une. Première réponse. Back to the race. Qui sommes-nous vraiment? Peugeot réfléchit à ça. Pas de panique. Ce que nous sommes d'abord, ce sont des constructeurs de haute qualité, avec des savoir-faire très importants. Donc, le moyenne gamme sur lequel nous sommes installés, nous allons en faire de très beaux modèles, mais surtout, nous allons mettre tout notre savoir-faire et même nous allons apprendre à concurrencer les berlines allemandes avec des modèles nouveaux. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Et donc, c'était il y a 4 ans, ils ont fait venir, entre autres, c'est une anecdote, mais c'est pour vous dire l'esprit, des ingénieurs BMW et des ingénieurs Mercedes, rien que pour étudier avec eux comment on fait des interrupteurs qui nous donnent l'impression à nous, consommateurs, que ce sont des interrupteurs solides. Quand vous allez dans une grosse berline allemande, vous faites ça avec un interrupteur, il n'y a pas de jeu sur l'interrupteur. Quand vous faites ça avec un clignotant d'une Peugeot moyenne gamme, pour qui j'ai beaucoup de respect, il y a un tout petit jeu, tout petit, suffisamment pour vous faire penser que c'est pas de qualité, c'est pas aussi solide que les autres. Comment on arrive à ça? Ce n'est que tactile, hein, y a pas, ça ne préfigure pas du modèle. Mais comment obtenir simplement sur la sensation cette impression de solidité? Ils ont étudié ça pendant une semaine, ils y ont ajouté leur propre génie, leur propre recherche, et aujourd'hui, vous irez voir, vous irez tester les nouveaux interrupteurs Peugeot. Rien que ça, c'est pas du détail, rien que cela. C'est pour vous dire l'excellence dans laquelle ils ont commencé à travailler. Deuxième réponse, push to pass. Ils nous observent et ils se disent, oula, avec tout ce qui arrive dans le numérique, dans la robotisation, etc., est-ce que nous allons nous déplacer, nous tous, de la même façon qu'il y a 10 ans? Est-ce que nos enfants, dans 10 ans, vont toujours prendre le car de ramassage scolaire pour aller à l'école et pour revenir? Rien n'est moins sûr. On peut peut-être répondre de façon différente à ces mêmes questions-là. Et c'est ça qu'ils sont en train d'étudier. Comment nous déployer avec la même liberté dans des villes de plus en plus populeuses, de plus en plus chargées et avec de plus en plus de trafic a priori. Jusqu'à présent, voyez-vous, les villes se sont adaptées aux voitures qui massivement venaient dans la ville. La réponse sera peut-être différente. Je dis bien peut-être. Ce sera peut-être que la voiture va s'adapter à la ville. Et la ville va peut-être s'aérer beaucoup plus, avec la même liberté pour nous tous, encore une fois. Dernier exemple, je vous emmène tout en haut, en Normandie, chez Rimet Group. Rimet Group est une petite entreprise au départ, il y a un peu plus de 10 ans. Ils sont 200. Ils prennent vos portables quand ils sont usagés et ils les remettent à neuf. Et ils les remettent dans le circuit commercial. Le portable a une deuxième vie, puis une troisième vie, ça vit encore 6 ans, 7 ans, etc. Arrive un jeune apprenti, 18 ans, c'était il y a un peu plus de 12 ans. Il s'appelle Mathieu Millet, et Mathieu arrive d'abord comme apprenti, 3 ans plus tard, il est directeur, 3 ans encore, il rachète l'entreprise, 3 ans encore, il la revend. Et 2 années après la revente, voici que l'entreprise périclite. Et là, pour lui, c'est un crève-cœur. Il adore tellement cette entreprise, il va à la barre du tribunal, il la rachète, il est aujourd'hui PDG, et ils sont 800. Quand je l'ai interrogé pour savoir qu'est-ce qui est important pour vous dans votre entreprise, pourquoi vous avez fait tout ce parcours, vous n'étiez pas obligé,
Il dit l'important, c'est d'abord les femmes et les hommes, c'est eux qui font toute l'entreprise. Et c'est avec eux, au milieu d'eux, souvenez-vous, Napoléon, au milieu d'eux que l'on peut obtenir les plus belles performances, mais ce n'est pas suffisant encore. On part déjà d'une base bien construite, hein. Il faut travailler dans son équipe, travailler avec son équipe et l'impliquer dans l'histoire, fédérer l'ensemble des managers, fédérer l'ensemble des collaborateurs et partager avec eux les instants, compliqués, les bons, les mauvais moments et créer tous ces instants de communication pour partager des nouvelles tout simplement. Ensuite, il faut, ce que nous on a mis en place, c'est tout simplement gérer et créer des avantages. C'est-à-dire que quand une entreprise en création, on ne peut pas payer plus cher que tout le monde, hein, donc il faut trouver des systèmes différenciants et nous on le gère par des avantages. On essaye de faire gagner du temps dans la journée, on essaye d'amener une crèche à proximité, on amène des tickets restaurants, on amène une bonne mutuelle, on amène un certain nombre d'avantages. D'où viennent ces idées ? Aujourd'hui, elles viennent de l'ensemble des équipes, de moi, mais aussi des services ressources humaines, du service communication, donc de tout notre marketing intégré en fait. Hein. Et l'idée, c'est de marketer non seulement l'image de la marque de notre société, hein, mais c'est de marketer aussi le fait de bosser chez nous et chez Remade, parce que l'industrie 4.0, c'est aussi l'humain, et il faut le mettre au cœur du projet. Et l'humain, c'est quand même la base, le fondamental de la valeur ajoutée, parce que sans l'être humain, on ne peut pas produire. Et ces instants-là, ensuite, sont partagés. Donc on va passer des moments de plaisir, donc ça va être une soirée ou une journée détente avec l'ensemble des collaborateurs, et on va les partager, on va les mettre en images, en musique, pour susciter l'intérêt et donner envie de nous rejoindre. Et on donne quelque part le support en images qui permet à nos équipes, à nos collaborateurs de les partager, de les mettre en réseau et de dire voyez comment je suis fier de travailler ici, comment je suis bien ici. Et en partageant cet élément-là, d'un instant de la vie où on est tous heureux, eh ben ça suscite l'engouement et l'envie de nous envoyer un CV tout simplement. 2, 3 petites choses à retenir de ce témoignage. 1, on travaille. 2, est-il possible d'améliorer le confort de celles et ceux qui sont dans la communauté au travail ? Pourrait-on mettre en place une crèche ? Est-ce que ce serait intéressant ? Oui, non, on en discute et puis ensuite on le met en route. Dernier point, avec tout cela, est-ce qu'on peut aussi s'amuser ? Si oui, on le fait, on le met en route, on en parle, on est enthousiaste et cet enthousiasme-là a permis d'embaucher 100 personnes dans cette entreprise en 2018, là où les voisines ne parviennent très difficilement qu'à obtenir 2 ou 3 CV. Voilà comment les entreprises bougent aujourd'hui. À la Poste, on s'est interrogé. Une question encore. Est-ce qu'on a loupé quelque chose ? On a loupé une marche ? Est-ce qu'on n'a pas vu venir la chose ? Voici leur réponse. Au début, il y a quelque chose qui pouvait être compris comme un défaut de stratégie. On n'a pas assez bien prévu que le courrier allait baisser, on ne s'est pas adapté assez vite. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui se passe. Et je pense que ce dont les gens prennent conscience maintenant, c'est que la vague de la transformation qui arrive, elle est totale. Et elle est partout. Et qu'elle nous arrive à nous, pas seulement parce que le courrier baisse, mais parce que les habitudes changent, parce que les entreprises changent. Elle n'est pas incarnée, cette transformation. Elle est inéluctable, elle arrive comme une vague, et nous, on est comme tous les autres, il faut qu'on s'adapte. Mais ce n'est pas parce qu'on date de Louis XI, même des activités plus récentes sont prises dans ce choc. Depuis une dizaine d'années, aucune entreprise ne peut considérer qu'elle est à l'abri de cette transformation. Et vous, dites-moi, je vous ai dit, je ne fais pas partie d'EDF et je me garderai bien de faire un quelconque commentaire. Simplement, au moins une chose, je suis consommateur. Comme consommateur, je dirais ceci, d'abord, merci. Merci à EDF pour la raison suivante. C'est que ma famille et moi-même, à 17h, quand nous rentrons à la maison, le geste simple qui consiste à allumer l'interrupteur est un geste sûr. Nous ne nous posons même pas la question de savoir si nous aurons de l'électricité. 24, où que ce soit dans le pays, c'est un geste, mais qui nous apaise comme jamais. Rien que pour ça, merci. La promesse a été tenue. La deuxième chose, c'est une deuxième promesse a été tenue, qui est la vôtre. Ça, c'est dans votre secteur. C'est que vous êtes un énergéticien mondial de référence.
d'autres qui font le même métier que vous viennent vous observer parce que là, il y a des choses à apprendre. Il y a des choses que vous mettez en route et que les autres n'ont pas mises en route. Et pour demain, je dirais ceci. Restez bien ce que vous êtes. Intensifiez encore ce que vous êtes. La bonne réponse, semble-t-il, que toutes les entreprises ont développée, c'est d'abord se réinterroger sur votre propre identité. Restez bien ce que vous êtes. Si vous voulez savoir comment le courant bouge dans une rivière, plantez un bâton, mettez de l'immobilité. À ce moment-là, vous verrez le changement. On le voit mieux. Et on voit mieux du coup comment le gérer. Vous savez, la façon dont vous avez piloté votre bouquet énergétique en 1946 était bien différente de 80, était bien différente de 2000, différente de 2018 et différente des années futures. Ça, c'est autre chose. Je vous fais confiance là-dessus. C'est votre compétence, la façon dont vous allez piloter la complexité à venir. Vous savez faire. C'est pas là-dessus où ça va se jouer. Ça se jouera sur une chose fondamentale. Le bâton dans la rivière. Finalement, j'ai un vœu. Nous sommes en période de Noël. Soyez chanceux. Je dis bien chanceux. Le malchanceux, c'est celui à qui tout arrive. Le chanceux, c'est celui qui arrive à tout. C'est mon souhait. Merci beaucoup.